Sur cet atelier didactique concernant les matériaux durables de la construction et de la rénovation énergétique. Il est proposé dans le cadre du programme d'intérêt général de la transition écologique dans le Haut-Rhin. Euh, je me présente donc Alexis Herbé du bureau d'études Pouget Consultant. Nous sommes un bureau d'études thermiques et fluides basé à Nantes et à Paris. Moi, je m'occupe plus spécialement de la rénovation. On est aujourd'hui sur un module didactique qui est en diffusion sur YouTube, donc vous aurez l'avantage de pouvoir le revoir euh, éventuellement en replay. L'inconvénient, c'est que vous ne me voyez pas, je n'ai pas de webcam, et vous pouvez par contre poser vos questions en direct dans le chat. Et nous y répondrons soit au fur et à mesure si c'est possible, ou sinon en fin de diffusion, où on fera une petite synthèse et on répondra aux questions. Donc n'hésitez pas quand même à utiliser le chat euh, et ça permettra d'avoir une petite interactivité. Donc je vous propose de commencer avec quelques petits éléments de contexte, contexte réglementaire, etc. Et puis nous verrons après les matériaux en eux-mêmes, leur qualité, les inconvénients, avantages et les petits points à regarder, en particulier pour ces matériaux durables. Je commence tout d'abord par une petite introduction sur le marché de la rénovation qui concerne aujourd'hui 31 millions de logements en France. Ça concerne évidemment beaucoup plus, c'est un marché qui est beaucoup plus important que le marché du neuf, puisque tous les bâtiments qui ont été construits, etc., représentent beaucoup plus de logements que ceux qu'on arrive à construire année par année. La particularité, c'est que les 2 tiers de ces logements, donc environ 20 millions de logements, ont été construits avant 1975, c'est-à-dire avant la première réglementation thermique qui a fait suite au premier choc pétrolier. Donc ce qu'il faut voir, c'est que avant 75, ces bâtiments-là sont plutôt pas isolés, voire faiblement isolés. Quand je dis faiblement, on peut avoir des contrecloisons en briques plâtrées ou des choses comme ça, mais ça reste assez limité. Principalement des fenêtres à simple vitrage, etc. Donc là, avant 75, on a quand même deux grosses époques avec du bâti ancien avant 1948, qui est du bâti traditionnel avec des matériaux traditionnels, etc. Et on va retrouver des diversités par région. Et puis ensuite, entre 45, enfin 48 et 75, des éléments beaucoup plus préfabriqués avec des blocs béton, des briques, du béton lui-même, et donc une diversité de systèmes constructifs, mais toujours une énergie pas chère et abondante, donc très peu d'isolation. Ça donne le contexte. Euh, En 2015, une première loi, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui a pour objectif de réduire les émissions de CO2 et d'améliorer la performance thermique du parc immobilier. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a un petit peu deux objectifs. Enfin, le premier, le principal, est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça s'intègre dans un contexte un peu plus international. La traduction peut être de baisser les consommations énergétiques et donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ou de combiner les deux, c'est-à-dire réduire les émissions énergétiques en faisant attention à ne jamais augmenter les gaz à effet de serre. Donc voilà, deux façons de le traduire. Mais la loi de transition énergétique l'a gravé dans le marbre à partir de 2015. Ça s'est traduit par quelques actions, notamment à partir du 1er janvier 2017, une première obligation de travaux de rénovation énergétique dans les logements existants. Et ces travaux doivent être réalisés avant 2025. Ils concernent des bâtiments résidentiels et on va se retrouver avec une obligation de travaux quand on réalise des travaux sur quelques éléments. Donc les façades, à l'occasion d'un ravalement de façade, ou quand on va venir rénover une toiture,
toiture terrasse notamment, ou bien quand on va transformer de la surface et qu'on va l'aménager en surface habitable. À l'occasion de ces trois événements, la loi nous oblige à regarder si on peut isoler. Donc quand on dit si on peut isoler, c'est que techniquement, il faut que ce soit faisable, donc il faut que le système constructif soit adapté. Ça exclut tout ce qui est bâti ancien, parce qu'on considère qu'il faut une approche beaucoup plus particulière et au cas par cas pour vérifier si si on peut le faire ou pas. Donc si on peut le faire, on est sur des surfaces béton, blocs béton, briques, etc., des éléments plutôt industriels et préfabriqués. À ce moment-là, techniquement, on peut le faire et on va regarder si économiquement le coût n'est pas démesuré par rapport au gain. L'appréciation du démesuré est toujours sujet à interprétation, ça a été un petit peu cadré dans le dispositif. Le principe général est quand même bien, à l'occasion de ces travaux, d'embarquer de la rénovation énergétique et non pas de faire un simple ravalement, puisque c'est quand même le meilleur moment pour isoler. La loi a aussi fait évoluer le système de vote en copropriété avec un vote des travaux énergétiques à la majorité simple, donc pour essayer de faciliter le passage à l'acte, pour passer d'une proposition de travaux à des travaux effectifs. Et puis encore un élément facilitateur, c'est pour les copropriétés de plus de 10 lots, de créer un fonds travaux. Ça veut dire que tous les ans, à leur budget, elles doivent inscrire une épargne pour constituer un fonds de travaux qui ensuite peut être utilisé pour faire des travaux de rénovation énergétique. Ça permet déjà d'enclencher et de faciliter la mise en route de travaux, puisque une partie de ces travaux pourront être couverts par le fonds, et donc ça diminue la quote-part correspondante. Aujourd'hui, donc tout ça, ça donne le contexte de la rénovation énergétique, et on va voir que dans le marché de la rénovation, les matériaux durables ont toute leur place, pardon. Alors cette rénovation, évidemment, on va d'abord se poser la question pourquoi? On va s'embêter à faire des travaux, ça pourrait être le premier réflexe, mais il y a quand même trois bonnes raisons de pouvoir d'enclencher un programme de rénovation énergétique. Le premier, c'est de faire des économies d'énergie et donc d'avoir des factures moins élevées avec évidemment une moins grande sensibilité aux évolutions du cours des énergies. Si vous avez une toute petite consommation énergétique, même si le prix de l'énergie vient à doubler ou à augmenter de 50%, ça vous fera des factures qui pourront rester supportables. Et donc ça vous permettra de rester dans votre logement et de continuer de l'entretenir. La deuxième valeur, c'est bien sûr un meilleur confort pour les usagers. C'est au centre, faut pas le perdre de vue, c'est-à-dire qu'on pourrait se contenter d'avoir une approche technique en disant voilà, ce bâtiment-là, on peut l'isoler, on peut faire ça, 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 installer tel équipement, etc. En perdant de vue que c'est d'abord un bâtiment qui est habité avec des usagers, que ce soit des locataires ou des propriétaires, et c'est plutôt pour eux que la rénovation doit être bénéfique avec, bien sûr, quelque chose qui doit être utilisable. Donc en termes de régulation, on ne va pas parler de gestion technique du bâtiment, surtout dans du logement, mais il faut bien garder en vue que les systèmes doivent être simples, faciles à réguler, faciles à utiliser, même si on a un exploitant sur le site. Et puis le dernier point, qui n'est pas si neutre que ça, c'est l'augmentation de la valeur patrimoniale du bâtiment. Donc cette augmentation, aujourd'hui, elle est difficile à chiffrer parce que la valeur d'un bâtiment, elle est sujet à plein de paramètres, que ce soit l'emplacement, l'orientation, le quartier ou la ville où c'est, etc. Mais on a remarqué, et c'est notamment les notaires qui ont fait un suivi statistique, ils ont remarqué qu'entre deux biens équivalents avec un emplacement équivalent, le bien qui avait la meilleure étiquette énergie se retrouvait avec une valeur plus importante. Donc cette valeur plus importante, si vous êtes en plein centre-ville, la plus-value que vous pouvez réaliser vous permet largement d'enclencher des travaux et de couvrir une très grosse part
de ces travaux. C'est plus difficile si jamais vous vous retrouvez avec un prix au mètre carré plus faible. Vous aurez beau avoir une plus-value de 10%, ça fera peut-être pas grand-chose et ça vous permettra pas forcément d'enclencher des travaux. Mais ça existe, c'est toujours un élément qui est important à prendre en ligne de compte. Ça se voit sur les annonces immobilières quand vous les avez en vitrine des agences. Vous voyez l'affichage de ces étiquettes DPE et forcément que vous comparez assez rapidement deux biens équivalents et vous avez tendance à prendre le bien qui va consommer le moins. Donc voilà un petit peu pour le contexte. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec les matériaux durables et une première question. Qu'est-ce qu'un matériau durable? Aujourd'hui, c'est une notion qui est de plus en plus utilisée. C'est pas qu'elle commence à exister, hein, vous le verrez, mais on en parle un petit peu plus aujourd'hui, on s'intéresse à la question, mais on va déjà définir qu'est-ce qu'un matériau durable. Alors, malheureusement, là, ça peut pas être interactif, je peux pas vous poser la question, mais j'aurais bien aimé avoir vos réponses. Le premier, c'est est-ce que c'est un matériau recyclé? On verra les définitions après et je pourrais vous répondre un petit peu sur cette question-là. Est-ce que c'est un matériau réutilisé ou bien réemployé? Encore biosourcé ou tout simplement résistant, si on considère qu'il est durable, parce qu'il va résister longtemps. Alors le résistant aujourd'hui, ça vient pas tout à fait en ligne de compte. C'est pas complètement faux, mais c'est pas la première définition de durable. Évidemment, si vous employez quelque chose qui va pouvoir être utilisé pendant 50 ans, c'est toujours mieux qu'un matériau qui, au bout de 10 ans, sera à renouveler, qu'il soit biosourcé ou pas, recyclé ou pas. Donc on voit bien que la définition du durable, elle a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est qu'il provient de matières premières durablement renouvelables. Son impact environnemental et énergétique est faible. Ça inclut donc les matériaux biosourcés, ce qui est bois, fibres végétales et animales. On inclut également les matériaux géosourcés, donc tout ce qui est terre, l'image que j'ai mise plutôt sur la gauche. Et faut pas oublier, parce que le premier réflexe pourrait être dire durable, c'est du biosourcé, mais il n'y a pas que ça. Ça inclut également les matériaux issus du réemploi, de la réutilisation et du recyclage. Donc là, on voit que l'utilisation est un petit peu plus large que ce qu'on peut imaginer à l'instant. Et donc, on va voir un petit peu quelles sont les définitions pour pouvoir très clairement savoir si on le met dans l'étiquette durable ou pas. Première définition, c'est presque la plus simple, enfin, qui me paraît la plus simple, hein, je me trompe peut-être, c'est la définition du biosourcé. Sa définition, c'est bien issu de la biomasse, qu'elle soit végétale ou animale. Donc dans ces matériaux biosourcés, on va retrouver le bois, le chanvre, la paille, le lin, la laine de mouton pour les biomasses animales, les fibres textiles recyclées, qui sont issues à l'origine de coton et donc de biomasse végétale, la boîte de cellulose qui est issue du bois, etc., etc. J'ai pas tout mis, il peut y en avoir bien d'autres. Dans la biomasse animale, on peut retrouver des isolants en plumes de canard, etc. Donc on voit qu'on peut avoir une certaine diversité. Mais à l'origine, biomasse végétale et animale. Un petit, ces matériaux biosourcés, on les retrouve assez fréquemment dans le bâti ancien. Tout ce qui est bois et terre vont se retrouver. Donc tout ce qui est terre, c'est du géosourcé, pardon. On le retrouve dans tout ce qui est bâti ancien, la pierre étant géosourcée également. On l'a un petit peu perdu après-guerre, et c'est en train de revenir, donc quelque chose qui est une démarche qui est plutôt intéressante. Le réemploi, une définition qui est relativement précise, puisque c'est utiliser de nouveau pour un usage identique. Et ce qui est très important,
C'est ce qui est entre parenthèses, c'est sans être un déchet. Je vous ai mis exprès un exemple de tuiles. Vous avez en bas à gauche la photo des tuiles. Les tuiles, typiquement, on peut les déposer, les entreposer et les réutiliser. Alors, je mets tuiles, ça peut être de l'ardoise également, etc. Mais ça, c'est du réemploi parce que entre-temps, ça ne passe pas au statut de déchet. Le déchet, c'est encadré par la loi, la notion de déchet, la loi de 75, et je vous le résume en disant, c'est tout ce qui passe par la déchetterie, forcément, poubelle ou déchetterie. Là, dans le cas du bâtiment, c'est tout ce qui passe par la déchetterie. Le réemploi, finalement, c'est une pratique qui est très ancienne, notamment par le réemploi de pierres, de tuiles et de bois. On le retrouve assez facilement sur des bâtiments anciens qui sont parvenus jusqu'à nous, où on va se rendre compte que des pierres ont été réutilisées parce qu'elles sont de nouveau gravées ou elles présentent des décorations qui étaient sur un autre bâtiment. Des bois également, des bois de charpente qui peuvent se retrouver réemployés dans un bâtiment, etc. Donc ça, c'est un usage ancien tout simplement par économie de matière et de transport, hein. Donc usage ancien qui revient aussi avec une interprétation du réemploi par l'usage détourné, qui est sans transformation et sans être qualifié de déchet. Je vous donne un exemple, c'est la deuxième photo en partant de la gauche, où là, c'est du bois de déconstruction qui va être réutilisé en tant que bardage extérieur. Donc là, c'est un exemple typique d'usage détourné, puisqu'on change sa fonction, c'était du bois de construction et maintenant il est utilisé en parement extérieur, donc usage détourné. Par contre, entre-temps, ce qui est important, c'est qu'il n'a pas été considéré comme déchet, et on voit que tout le combat, entre guillemets, pour réussir à valoriser assez facilement les matériaux, c'est d'éviter ce passage par le stade de déchet. La troisième photo, par exemple, c'est les panneaux muraux. Ce sont des panneaux de faux plafond perforés, donc des panneaux acoustiques, qui sont réutilisés ce coup-ci en usage mural. Donc on n'est plus sur la même fonction, c'est plus une fonction acoustique, mais c'est un usage mural pour servir de support de fixation. Et puis je vous ai mis volontairement une petite photo à droite des entreprises de plomberie, par exemple, qui peuvent être amenées dans le cadre d'un marché de remplacement à démonter des appareils sanitaires, donc ici un robinet par exemple, qui est tout à fait fonctionnel et qui peuvent le proposer à leur clientèle en tant qu'occasion. Donc là, de la même façon, on n'est pas en déchet, on est dans le cadre d'un réemploi avec la réutilisation du matériel pour la même fonction et à des coûts plus faibles et avec un impact environnemental plus faible également. La réutilisation, c'est c'est l'autre façon, c'est quand les matériaux sont passés par la case déchets. Et à ce moment-là, on peut les utiliser de nouveau après réparation ou après transformation. Alors, je vous avoue que là, dans le bâtiment, après réparation, bon, on l'a pas de façon très très intuitive. Là, je vous ai mis un exemple qui n'est pas tout à fait dans le bâtiment, mais c'est tout ce qui est atelier et recyclerie pour réparer de l'électroménager issu des déchetteries. Donc, on est bien sur un déchet qui va être réparé et qui va être remis dans le circuit pour être réutilisé, revendu à coût modeste, etc. Donc là, c'est la réutilisation. Et puis le dernier, c'est le recyclage. Toujours pareil, c'est devenu un déchet et on l'utilise de nouveau pour un usage identique. Donc là, de manière assez simple, c'est tout ce qui est métaux. Les métaux qui vont être refondus et réutilisés pour un usage identique en tant que métal, hein, bien sûr. Le verre également, les bouteilles qui sont refondues, refaites en bouteilles. Le béton concassé qui se rapproche le plus du bâtiment, où là, il va être, au moment de la démolition, il va être trié, il va être concassé, et ensuite on va séparer les fines des granulats, et ces granulats, dans certaines conditions, peuvent être réutilisés pour faire de nouveau du béton. Donc là, on a un exemple de recyclage. Et la deuxième possibilité, c'est d'être utilisé de nouveau après transformation
Donc là, après transformation, ça peut être tout simplement, alors je vous ai mis un exemple qui n'est pas tout à fait dans le bâtiment, mais ça vous l'illustre bien, ce sont les anciens pneumatiques où on va venir découper la gomme et le caoutchouc pour venir faire des roues de poubelle. Donc là, forcément, on n'a plus du tout le même usage, c'est un déchet à l'origine et on va le transformer en un nouvel objet. Faut pas perdre à l'esprit que le recyclage, c'est très bien parce que ça permet de réutiliser des déchets, mais du point de vue énergétique, ça va réutiliser de l'énergie et donc ça va réémettre du CO2. Donc on verra que dans l'ordre, il y a peut-être une question à se poser par rapport aux émissions CO2 des matières recyclées. Donc essayer de favoriser un réemploi plutôt qu'un recyclage. Bon, donc voilà pour les définitions. Euh, dans quel cadre on va pouvoir utiliser ces matières, ces matériaux durables? On voit bien que ça peut être des usages qui sont un petit peu nouveaux pour des bâtiments neufs, ou des usages qui sont juste continués quand on va réemployer des pierres, des tuiles, des ardoises, etc. pour des bâtiments rénovés. Euh, pour ça, le contexte, c'est ce qui est du point de vue professionnel est compris dans les techniques traditionnelles. Techniques traditionnelles, ce sont toutes les techniques qui sont communément maîtrisées. Donc ça, technique maîtrisée, ça concerne aussi bien les produits employés que la mise en œuvre. Et donc ça s'appuie sur tous les textes de mise en œuvre, comme les NFDTU, ou des règles professionnelles, ou des recommandations professionnelles, ou bien encore des règles de calcul. Tous ces documents-là permettent d'employer les produits ou les matériaux durables dans un cadre bien précis, décrit, avec une mise en œuvre qui est également décrite et qui permet d'être sûr du résultat et du bon emploi de ces matériaux et ces produits. Alors je vous ai cité quelques exemples. Pour les DTU, on a nouvellement le DTU 45.11 qui concerne le soufflage pour la ouate de cellulose. Donc ouate de cellulose qui est, on a vu, un matériau biosourcé et qui permet là, dans le DTU, de connaître les conditions d'emploi, dans quel cadre on peut l'employer, etc., pour être sûr du résultat, ne pas créer de pathologie et avoir quelque chose d'efficace énergétiquement. Dans les règles professionnelles, ce ne sont pas encore forcément des DTU, c'est porté par les filières, et là je vous ai mis trois exemples, qui concernent notamment la construction en paille ou la construction en chanvre, ou encore la mise en œuvre des enduits sur support en terre crue. Donc là, sur ces trois filières, ont édicté des règles professionnelles sur lesquelles les entreprises peuvent s'appuyer pour déterminer la mise en œuvre et les produits à employer dans des bonnes conditions. Ce sont considérés du coup comme des techniques traditionnelles. On verra tout de suite l'impact, je vous le dis comme ça, le premier impact, c'est d'abord l'assurabilité des ouvrages, forcément. Donc on verra, je vous le détaillerai juste après. Pareil, dans les recommandations professionnelles RAGE, alors le programme RAGE a été en avance par rapport au DTU pour défricher et remettre des techniques qui pouvaient être considérées comme innovantes et essayer de détailler et donner un cadre pour que les entreprises puissent les employer de manière un peu plus générale. Ces recommandations professionnelles, donc RAGE, aujourd'hui ça s'appelle PACT, et puis ça va être suivi d'un autre programme qui s'appelle Profil. Donc là, également accessible pour, par exemple, la mise en place des pompes à chaleur, de chauffe-eau thermodynamiques, l'isolation par l'extérieur, le remplacement des menuiseries, etc., etc. Euh, en restant dans le cadre de ces recommandations professionnelles, on se place dans le cadre de techniques traditionnelles. Ensuite, on a les techniques innovantes. Bah, c'est toutes celles qui sont non considérées comme traditionnelles. Donc là, ça peut concerner des produits innovants. On peut l'avoir sur des équipements. Pendant longtemps, les packs étaient considérés comme des produits innovants. Ou ça peut être des mises en œuvre innovantes. Donc là, ça concerne produits et mises en œuvre. Il va y avoir une évaluation du, euh,
de l'ouvrage complet pour déterminer un domaine d'emploi précis où, pour ces techniques, on considère qu'elles seront bien employées en termes de produits et que la mise en œuvre sera correcte. Et donc là, quand on a cette évaluation, que ce soit par un avis technique expérimental ou une autre évaluation, ça permet de donner un cadre pour ces innovations. Et là, on est dans les techniques innovantes. Or, pourquoi, pourquoi se placer dans ce cadre-là? On est évidemment déjà dans des cadres réglementaires à respecter, quelles que soient les techniques, qu'elles soient traditionnelles ou innovantes. Et ces réglementations, c'est aussi bien les réglementations thermiques, sismiques, acoustiques, les réglementations incendie, par rapport aux biocides, ça peut être l'accessibilité, les substances dangereuses, la qualité d'air intérieur, etc. Là, quelles que soient les techniques et d'ailleurs quels que soient les produits, on est tenu de respecter ces réglementations. Par contre, on essaye de se placer soit dans les techniques traditionnelles ou dans les techniques innovantes pour une question d'assurabilité, puisque un maître d'ouvrage doit, euh, doit prendre une assurance dommage-ouvrage lorsqu'il fait réaliser des travaux importants, et pareil pour l'entreprise, elle doit souscrire une assurance décennale par rapport aux ouvrages qu'elle réalise. Alors, ça dépendra, hein, mais la décennale suivant les travaux. Et forcément, le montant de l'assurance est fonction du risque encouru. Et là, cette notion de risque, je vous l'ai mis en dessous. Quand on est dans les techniques traditionnelles, les assurances considèrent que le risque est faible. Technique innovante mais évaluée, on est un petit peu au-dessus en termes de risque, mais il est connu et on considère qu'il est maîtrisé. On peut avoir, par contre, un risque considéré élevé si ce sont des innovations qui sont juste, qui ne sont pas encore évaluées et sur lesquelles on va demander des essais en particulier, en général donc des essais sur l'opération elle-même, pour vérifier de la tenue de fixation, tenue au feu, etc., etc. Ça peut être varié, mais qui serviront à vérifier quand même que ces innovations vont dans le bon sens. Et de la même façon, toutes les techniques qui sont non couvertes par des textes de mise en œuvre, ça ne nous empêche pas de les mettre en place ou de les utiliser, mais il faut voir que les assurances, la prime d'assurance risque d'être plus élevée. Donc certaines entreprises sont spécialisées et avant qu'il y ait des règles professionnelles, par exemple sur les enduits terre, où c'est le support terre crue, des entreprises spécialisées savaient très bien le faire et malgré une technique qui était considérée comme non traditionnelle et non couverte par des textes de mise en œuvre, pouvaient très bien les réaliser et c'était plutôt en prenant sur elle de les réaliser correctement parce qu'elle les maîtrisait, sans avoir de dommages derrière et sans avoir de pathologie. Donc là, question d'assurance pour se placer dans les techniques traditionnelles ou innovantes. Les matériaux durables, on voit pour certains, les filières se sont organisées pour mettre en place des règles professionnelles et pour que leurs entreprises puissent employer ces matériaux de manière plus simple avec des primes d'assurance moins élevées. Partie du contexte réglementaire, il faut quand même noter que la loi de transition énergétique pour la croissance verte, dans son article 14, a indiqué que l'utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage du carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. Donc on est dans un cadre, la loi nous pose un cadre favorable pour l'utilisation des matériaux durables. Après, faut que ça se fasse dans des bonnes conditions, bien sûr, ce qu'on va voir un petit peu après. Alors, je vous fais un petit zoom sur un label. C'est pas un label énergétique, c'est un label bâtiment biosourcé. Il a été sorti en 2012, notamment pour les bâtiments neufs. Donc, ça peut s'appliquer sur des bâtiments rénovés dans certaines conditions, mais on sent bien que tout ce qui est gros œuvre, etc., forcément dans la rénovation, on ne l'a pas. Donc ça va fausser un petit peu l'évaluation, enfin, pas l'évaluation, parce que le calcul de la masse
de matériaux biosourcés employés, ça on sait le faire même en rénovation. Par contre, pour le comparer à des seuils à obtenir, que je vous montrerai juste après, c'est là où, quand on n'a pas le gros œuvre, bah, les seuils sont un petit peu faussés. Donc ce label, il demande l'évaluation de la quantité de matériaux biosourcés employés, donc typiquement des kilos par ramené au mètre carré. Il est applicable en maison individuelle ou logement collectif et il possède 3 niveaux d'exigence que je vais vous détailler juste après. Ces niveaux d'exigence, on les voit ici. Donc, suivant le bâtiment, on va avoir des niveaux différents. Donc, pour la maison individuelle, premier niveau, c'est d'employer 42 kg par mètre carré de surface de plancher pour obtenir le premier niveau. Donc, 42 kg de matière biosourcée pour obtenir le label. Le deuxième niveau, on est à 63, le troisième niveau, 84. Donc ça, c'est l'exemple de la maison individuelle. Donc vous imaginez bien que sur un bâtiment rénové, tout ce qui est gros œuvre, on ne pourra pas le valoriser en quantité biosourcée, donc les niveaux seront un petit peu différents. On demande une mixité pour obtenir ces niveaux. On va demander une mixité des produits. Typiquement, on ne pourra pas tout mettre dans une charpente en bois, par exemple. Même si la quantité de matériaux employés pourrait être bonne, ça fait qu'une seule fonction, un seul emploi. Et donc, suivant les niveaux, on va demander à ce qu'il y ait des produits ayant plusieurs familles, donc que ce soit des revêtements de sol ou de la structure, etc., et plusieurs fonctions, pour être forcément plus exigeant dans le troisième niveau que dans le premier niveau. Exigence sur les produits, pour qu'ils puissent être considérés dans ce label biosourcé, il faut forcément qu'ils aient des fiches FDES qui permettent d'avoir la quantité employée, etc., les caractéristiques. Dans les cas où on a une obligation des produits qui soient faits avec des faibles émissions de COV, pour pouvoir les compter aussi, il faut qu'ils soient classés A ou A+, vis-à-vis des COV. Et pour les produits bois ou dérivés, il faut qu'ils soient issus de forêts gérées durablement. Sinon, on est obligé d'utiliser des valeurs qui sont fournies en annexe et qui sont des valeurs par défaut qui ne sont pas du tout favorables. Pour obtenir le label, on est toujours sur les mêmes démarches avec un certificateur qui vient évaluer le dossier, les matériaux employés, etc. Ces certificateurs dépendent des bâtiments, suivant si on est en maison individuelle ou en logement collectif. On ira consulter un certificateur qui en fait va englober en tant que mention ce label bâtiment biosourcé et va l'associer à d'autres exigences. Si on prend l'exemple de Promotelec par exemple, en général, c'est associé à des points sur la sécurité électrique du bâtiment, que ce soit de la maison ou du collectif, et on aura des mentions qui peuvent être par exemple le niveau énergétique BBC Rénovation, ou des mentions comme le bâtiment biosourcé. Voilà. On a également un label produit biosourcé. Alors, ce label, il a toute son importance parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cadre vraiment réglementaire pour déterminer qu'est-ce qu'un un matériau biosourcé. On peut très bien afficher un matériau biosourcé, même si on n'a que quelques pourcentages, quelques grammes de matière biosourcée dans son produit. Je vous donne l'exemple d'un isolant laine minérale qui a un liant issu du végétal. Donc ce liant lui-même déjà ne représente que quelques pourcents de la masse totale de l'isolant, mais il permet à l'industriel de dire que c'est un produit biosourcé. Donc en soi, pour avoir plus de clarté et plus de transparence, le label produit biosourcé a été promulgué de manière volontaire, donc c'est une démarche volontaire de Caribati notamment, et ça permet de connaître plus précisément le pourcentage de produits de matière issue de la biomasse dans le produit total.
Et donc à ce moment-là, quand on l'emploie, on sait si on est à 45% de matière issue de la biomasse ou si on est à 80% ou moins. Donc là, pour obtenir le label, ça dépendra des familles de produits et il y a des exigences qui ont été fixées suivant ce qu'il est possible aussi de faire. Pour pouvoir prétendre à ce label biosourcé, il faut disposer d'une déclaration environnementale de produit, une DEP, FDES, et l'origine des matières premières doit être visible. Donc ce label produit biosourcé, on commence à le voir apparaître sur certains produits. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation, etc., mais ça permet d'avoir plus de transparence sur le produit employé quand on veut pouvoir valoriser l'origine biosourcée notamment du produit. Alors maintenant, justement, on arrive sur les qualités de ces matériaux durables. Alors je vous ai fait une petite marguerite parce que ces qualités sont variables et on dirait nombreuses. Je vais vous les détailler juste après, mais je vous les cite ici. On a des qualités par rapport à l'environnement, par rapport au territoire lui-même, au stockage de CO2, à ses performances bien particulières, au confort, à la gestion des ressources, au patrimoine et à l'utilisation sur des bâtiments patrimoniaux, aux filières d'emploi, donc les entreprises, et à son efficacité. Donc je vais vous les détailler juste après pour voir un petit peu toutes les qualités et comment on peut valoriser l'utilisation de ces matériaux durables. Donc le premier aspect, c'est l'environnement avec, quand on est sur des matériaux biosourcés, on voit de plus en plus des matériaux qui peuvent être très variés, notamment l'utilisation de chanvre, de lin. On va du coup réintroduire des cultures agricoles et ça permet de diversifier les cultures et de protéger la biodiversité en évitant d'avoir de la monoculture sur certaines surfaces, etc. On a également une notion de territoire avec la disponibilité des matériaux selon les régions. Toutes les régions n'auront pas forcément les mêmes matériaux disponibles. On peut penser à des matériaux géosourcés comme la terre. On n'a pas forcément la même ressource dans toutes les régions. Certaines, quand on regarde les bâtiments anciens, on voit tout de suite quelle est la ressource disponible. Si on est en Picardie, on sera un peu plus proche de la terre pour faire des briques et des tuiles. Quand on est en Anjou, on aura de l'ardoise pour les toitures parce que c'est disponible avec la roche. Et de la même façon, sur des régions avec des forêts, on aura plus facilement des constructions à base de bois avec des remplissages divers. Donc disponibilité des matériaux suivant les régions et qui permet aussi d'employer des matières qui sont adaptées au climat de la région. Euh, un petit aparté sur les ressources. Les ressources, faut pas craindre pour la disponibilité de la ressource, puisque là, je vous ai mis un exemple. Alors, c'est pas le seul exemple, mais si on utilisait 10% de la paille de blé produite annuellement, ça permettrait d'isoler 100% des bâtiments neufs qui sont construits. Donc c'est pour vous dire que la disponibilité de la ressource, on n'a pas de souci concernant le gisement. Et ça, ce qui permet de justifier que les matériaux biosourcés, là notamment, peuvent être considérés comme des matériaux renouvelables largement et durables dans ce temps-là. Ensuite, sur la notion de territoire, on a l'adaptation des plantes utilisées au sol disponible. Typiquement, sur une culture de chanvre, par exemple, le chanvre s'adapte à des sols qui sont pauvres, qui nécessitent peu d'intrants, et ça a également une faible demande en eau. Et donc ça le permet de le mettre sur certains territoires. Donc on va retrouver ça pas mal en Bretagne, en Champagne, sur certaines terres. Et donc, suivant les territoires, on va s'orienter vers, si là c'est des isolants, bah, des isolants plutôt chanvre ou plutôt lin ou d'autres matières qui, elles, seront disponibles sur le territoire. Ça permet de développer une filière complète. La qualité, on va dire, principale, enfin une des qualités principales, c'est quand même le stockage du CO2
Par contre, il faut garder en tête que c'est pendant le cycle de vie du bâtiment. Au moment où on va employer des matériaux durables dans le bâtiment, typiquement un isolant biosourcé, on va venir stocker du CO2. Par contre, au moment de sa démolition, eh ben, tout le CO2 de cet isolant, suivant la façon dont on va le considérer à la démolition, il va être amené à libérer tout ou partie son stock de CO2. Donc là, pour l'instant, en employant des matériaux biosourcés comme ça, on va déporter, on va stocker, mais il faut penser au moment de la démolition. Au moment de la démolition, ça n'empêche pas de les réutiliser. On n'est pas obligé de tout euh, euh, détruire et donc de relarguer le CO2. Donc vous avez le schéma du cycle de vie du bâtiment et de l'utilisation du CO2. Euh, je me permets de revenir, attention, c'est que ce que je vous disais au début, pour le recyclage, on va forcément réutiliser de l'énergie. Vous imaginez bien que si on prend l'exemple, alors c'est pas tout à fait le bâtiment, mais si on prend l'exemple assez parlant des bouteilles en verre, entre un réemploi qui va des bouteilles consignées, réemployées, qui va considérer à les laver, vérifier et re-remplir, c'est pas du tout la même énergie qui va être utilisée que du verre qui va être recyclé, donc refondu à haute température, pour refaire une bouteille et de nouveau la remplir. Donc là, on a une quantité d'énergie qui est différente et les émissions associées, les émissions de CO2 associées sont très différentes. Au niveau des performances, euh, on va se retrouver avec des matériaux qui peuvent avoir des performances thermiques notamment assez proches des matériaux plus industriels. Alors j'allais dire classiques, mais j'aurais tendance à inverser un petit peu, un parti pris, hein, d'inverser un petit peu la tendance. Un classique peut être les matériaux biosourcés. Donc là, au niveau des propriétés isolantes, on a des matériaux qui s'en rapprochent assez fort. Certains matériaux synthétiques, du polyuréthane par exemple, va être, euh, va être beaucoup plus performant que n'importe quel matériau biosourcé, mais on va avoir d'autres qualités. Les autres qualités, c'est notamment la perspirance, donc le fait de pouvoir absorber de l'humidité et de pouvoir le relarguer à un moment donné où l'ambiance est plus sèche. Alors je vous ai mis à côté un petit schéma, c'est juste la zone violette qu'il faut regarder, c'est le polygone de confort qui est un mix entre la température et le taux d'humidité dans le local pour considérer qu'on est dans une zone confortable. On sait très bien qu'en période d'orage, par exemple, on a de l'inconfort parce que le taux d'humidité devient très élevé, malgré une température qui peut être similaire à d'autres moments de l'année, où on supporte beaucoup plus la journée. Donc c'est vraiment le couple température-humidité qui est important pour le confort. La température va être gérée par le côté isolant et l'humidité peut être gérée par les capacités du matériau employé à venir absorber l'humidité de l'air pour éviter que le taux ne monte trop haut. Et de la même façon, ça le relargue dans des périodes plus sèches pour que le taux d'humidité ne descende pas trop et qu'on soit dans la zone verte, là par exemple, où on a des problèmes de sécheresse et donc qui peuvent provoquer euh, des problèmes respiratoires. Le déphasage thermique également, je vous ai mis un petit graphique qui compare une laine de verre, une laine de roche et de la ouate de cellulose. Le déphasage thermique, notamment dans l'Est, dans le 68, on se retrouve sur un climat continental où il peut faire très chaud et le déphasage va aider à lutter contre l'entrée de la chaleur dans le bâtiment en retardant le plus possible cette entrée de chaleur. Quand on dit retarder le plus possible, c'est que on se retrouve facilement avec un déphasage, quand on a un déphasage de 7 heures, on se retrouve en début de soirée. Et en début de soirée, les températures extérieures peuvent recommencer à chuter, à diminuer. Et du coup, on se retrouve avec un flux de chaleur qui ressort du bâtiment. Donc, un déphasage thermique qui est très important. Et les matériaux biosourcés de par leur masse, en général, ont des caractéristiques très intéressantes. Au niveau du confort, ça peut ramener
le fait d'avoir à l'intérieur une matière naturelle qui est visible, on pense aux enduits de terre par exemple, qui peut ramener un confort. Alors ça va être un confort également acoustique au niveau de l'absorption ou de l'atténuation. Ça va être un confort au toucher par rapport aux parois, un confort par rapport aux couleurs, etc. Donc là, c'est complètement subjectif, hein. Chacun va trouver que c'est confortable ou pas, hein, mais ça vaut le coup de l'employer. Un des aspects intéressants au niveau du confort, c'est la qualité d'air avec, en général, des très faibles émissions de COV. Je dis en général parce que on a euh, une petite particularité pour tout ce qui est issu du bois, où le bois naturellement va émettre des COV et surtout quand la température commence à monter. Mais c'est pas pour ça, avec une ventilation, on arrive très bien à maîtriser cet aspect-là. Au niveau du patrimoine, les matériaux durables, parce qu'ils étaient déjà employés sur les bâtis anciens, permettent plus facilement de restaurer des bâtiments anciens. Je vous ai mis volontairement une petite image de bâtiment à pans de bois, qui se retrouve très fréquemment dans le 68 forcément, où là, au moment de la rénovation, est très intéressant de réutiliser des matériaux durables, que ce soit terre, paille, etc. Ça dépendra des matières et des performances qu'on souhaite, mais ce sont des matériaux qui sont adaptés au bâtiment lui-même, le pan de bois, à sa flexibilité, à éviter des plus grosses différences de température. Si on a un remplissage qui est trop performant et trop rigide, on peut avoir des petits problèmes de liaison entre les pans de bois par exemple et le remplissage, etc. Et ça respecte les propriétés du bâti avec notamment la gestion de l'humidité. Au niveau de la ressource, ce sont des matériaux renouvelables et donc on va préserver les ressources en évitant de piocher dans des ressources qui peuvent paraître abondantes, mais qui finissent par être en quantité limitée. On pense notamment à tout ce qui est granulat, sable, etc., où on se rend bien compte de la difficulté des carrières à suivre le rythme de consommation, notamment dans les bâtiments neufs et encore plus dans les bâtiments qui vont être rénovés. Cet usage des ressources est bien sûr évité avec le réemploi. Et donc là, sur la droite, vous avez une charpente bois, par exemple, qui a été démontée, qui a été stockée pour pouvoir être réemployée en rénovation et éventuellement sur des bâtiments neufs. Ça permet également de favoriser des filières d'emploi, puisque la rénovation elle-même, déjà, ce sont plutôt des emplois locaux. Et ça permet de faire émerger des filières complètes, des filières de production pour les matériaux biosourcés, voire géosourcés. Ça permet de mettre en place des filières de production et des entreprises de pose qui peuvent se spécialiser sur le réemploi de charpentes notamment, le réemploi de revêtements de sol avec des parements, de la terre cuite, etc. Et en même temps, ça fait émerger tous ces matériaux-là, matériaux durables, font émerger alors des filières de recherche et d'innovation pour adapter des matériaux qui peuvent avoir une utilisation ancienne à des caractéristiques un peu plus modernes et des attentes de performance différentes. Et donc là, je vous donnais l'exemple du CODEM en Picardie, qui est un laboratoire qui permet de tester des matériaux, de tester des matières, des mises en œuvre, etc., pour obtenir des performances, pour pouvoir ensuite justifier d'application, c'est ce qu'on voyait en amont, dans les techniques innovantes. Enfin, l'efficacité. Efficacité ça peut être des filières sèches. Alors, je vous ai mis la plus connue, l'ossature bois, maison ossature bois par exemple, où les ossatures sont fabriquées en atelier, donc à l'abri. C'est notamment important pour l'image de droite, quand on fait un remplissage paille, c'est plus facile d'être à l'abri de l'humidité quand on est en atelier, c'est plus facile de le faire quand on est à plat, dans des bonnes conditions, avec des moyens pour aider la pénibilité, des moyens de portage, etc. Et cette préfabrication possible permet une diminution des délais et une meilleure qualité dans les ajustements.
Donc toute cette filière-là, elle est possible avec les matériaux durables, notamment le bois, mais également donc tous les remplissages que je vous vois avec les remplissages paille, matière, etc. Donc une efficacité dans les chantiers qui permet de réduire le temps, notamment de rénovation, quand on est en site occupé. Je vais vous décrire maintenant trois exemples de matériaux et de filières avec des emplois associés. Ces trois exemples, hein, il n'y a pas que ça, bien sûr, mais c'est un petit peu les plus courants. C'est pour vous donner des idées sur les matières et ce qu'on peut en faire. Donc là, notamment la filière chanvre qu'on peut utiliser soit sous forme de granulats ou sous forme de fibres. Et là, on va les utiliser soit en isolant en vrac, donc des isolants en vrac qui peuvent être soufflés dans des combles perdus par exemple, ou en insufflation dans des parois, comme la ouate de cellulose d'ailleurs, même emploi. On peut l'utiliser les granulats, donc la Chunvote, on peut l'utiliser en granulats pour des bétons de chanvre, des bétons de chanvre qui peuvent être industrialisés sous forme de blocs pour pouvoir monter des parois comme un bloc béton, mais avec l'avantage qu'ils soient isolants, perspirants, etc. Donc les éléments préfabriqués qui sont juste à côté, ou qui peuvent être banchés également sur place, coffrés et coulés en place. Et les règles professionnelles permettent d'avoir les dosages et d'être sûr des caractéristiques et donc de faire l'assurabilité. L'emploi des fibres est bien sûr le plus courant, c'est la laine isolante. Associé ou non à d'autres fibres, on a des mélanges de chanvre-lin et coton. À chaque fois, l'emploi de plusieurs fibres permet de cumuler les avantages des différentes fibres, que ce soit en termes d'isolation ou en termes de manipulation, en termes d'acoustique, etc. Également, un dernier emploi, c'est à l'intérieur du bâtiment en sous-couche acoustique, notamment quand on met des parquets flottants. Donc ça, c'est pas tout à fait toutes les utilisations possibles, mais ça vous permet de voir un petit peu ce sur quoi vous pouvez demander, si vous êtes maître d'ouvrage, demander l'emploi de ces matériaux, ou si vous êtes entreprise, comment vous pouvez les proposer. On a également la filière terre crue. Terre crue, donc suivant les régions, il y a des régions en Alsace qui vont avoir un potentiel d'extraction d'argile, hein, parce que c'est principalement l'argile qui est intéressante, hein. Suivant le taux, on arrivera à faire plus ou moins de produits avec. Une utilisation qui est très ancienne, hein, pour la terre crue. On va retrouver de la gauche vers la droite, ça peut être un remplissage isolant quand la terre crue est associée avec de la paille, par exemple, ou des granulats de chanvre. On revient à ce qu'il y avait avant. Donc là, on est sur l'image de gauche, la technique Greb. Donc on est coffré, c'est sur site, et on va venir couler entre les deux banches. On va venir tasser un remplissage avec terre crue et paille. On est sur deux matériaux très simples. La terre crue, elle a juste besoin d'être malaxée. Et la paille, bah, c'est un déchet agricole qui est recyclé, donc on la coupe et on la met dans le remplissage. Donc on est sur quelque chose qui énergétiquement a des caractéristiques très intéressantes, et en plus l'aspect hygrothermique, etc. est aussi intéressant. D'autres techniques du torchis, c'est du remplissage aussi, puisqu'on est sur une ossature qui va tenir, et on va faire un remplissage bien particulier avec un mélange de fibres végétales ou animales. On peut avoir aussi du crin, par exemple du crin de cheval, etc., qui va venir tenir la terre, et on fait le remplissage après dans un lattier en bois. Utilisation en tant que pisé, enfin utilisation structurelle en tant que pisé, bauge ou brique avec de la préfabrication, brique terre crue, où là c'est plutôt le mode de pose qui va différer suivant les régions, mais les caractéristiques sont quasiment les mêmes, puisque là c'est la terre crue et ses adjuvants, enfin son additif, qui vont faire l'épaisseur du mur et la structure du mur. On a sur la droite l'utilisation en termes de finition avec des enduits terre tout court, ou un enduit terre chaud, ou terre fibre. Je mets fibre
en général, puisqu'on peut avoir beaucoup d'usages. Quasiment toutes les fibres, que ce soit animales ou végétales, peuvent être employées avec pour amener des qualités de résistance au retrait vis-à-vis de l'argile. Et puis en panneaux également, panneaux préfabriqués qui permettent d'avoir des caractéristiques acoustiques intéressantes. Donc voilà des emplois assez variés de la terre crue, que ce soit préfabriqué, industriel, produit industriel avec des briques et des panneaux, ou directement sur site avec tous les autres usages. Dernière filière, c'est la filière bois avec une utilisation en termes d'isolant, remplissage, donc là de la laine de bois, assez connue et assez courante, et de l'utilisation structurelle, une utilisation qui est assez ancienne, que ce soit du pan de bois, de l'ossature bois. Alors, je fais une petite différence, mais c'est plus, vous voyez avec les images ce dont je parlais. Utilisation en lamellé collé, où c'est l'épaisseur complète du mur qui est en bois, avec un peu comme un contreplaqué. Utilisation bois massif, donc là je vous mets l'image d'un chalet, alors ça dépend des régions, mais vous pouvez l'avoir dans les Vosges. Et puis, enfin quand on se rapproche des montagnes, bien sûr, et une utilisation en finition avec du bardage ou du parquet. Donc là, des filières bois, que ce soit en intérieur, en extérieur, des utilisations possibles. Donc voilà pour les filières. Euh, la diffusion sur les matériaux durables est terminée pour aujourd'hui, donc disponible en replay. Je me permets là de pouvoir répondre à quelques questions qui ont eu lieu sur la disponibilité des matériaux biosourcés dans le 68. Effectivement, c'est ce qui vous intéresse plus particulièrement. Alors je me permets juste de revenir sur la filière d'avant, qui est un élément de réponse. Filière bois, assez importante, alors pas tout à fait dans la plaine d'Alsace, mais quand on se rapproche des Vosges et des vallées, où là la filière bois est utilisée et utilisable, et on peut se permettre de l'utiliser parce que en termes de transport, on n'est pas trop éloigné, l'échelle du département le permet. Donc cette filière bois est assez importante. On peut retrouver également au niveau de la paille, etc., les cultures qui sont utilisées dans la plaine. Alors on n'est pas forcément euh, sur des filières chanvre. La filière chanvre est un petit peu plus loin en Champagne, mais on est quand même sur des régions relativement proches hein, qui permettent de sourcer assez facilement. On a également la filière bois avec tout ce qui est laine de bois qui peut se sourcer, que ce soit dans les Vosges ou en Forêt-Noire qui est juste en face. Euh, et les filières terre crue dont je vous ai parlé juste avant, terre crue, donc là c'est pareil, c'est localement dans certaines zones de l'Alsace où on retrouve l'utilisation de la terre possible par ses caractéristiques argileuses, hein, puisque la plaine est c'est plutôt du limon, donc c'est pas tout à fait là qu'on va l'avoir, mais c'est en remontant dans les Vosges, on peut avoir des coins bien précis qui servent à extraire de l'argile. Donc voilà, c'est quand même varié euh, et ça vous permet que vous soyez maître d'ouvrage, entreprise ou tout simplement, enfin, ou client au sens large, hein, impliqué dans la rénovation, de pouvoir soit les prescrire, en étant un petit peu large, hein, en termes de caractéristiques, hein, pour varianter, ou de les demander, de les exiger aux entreprises. Donc voilà, je me permets, si je vois pas de nouvelles questions, je vais clore l'atelier. Il est disponible en replay sur YouTube. Sur la dernière, ah oui. Sur la dernière page, vous avez le contact. Si vous avez d'autres questions, on pourra faire circuler. Et une toute dernière question, donc existe-t-il des entreprises pour installer ces matériaux biosourcés? Effectivement, euh, si vous prenez des isolants, par exemple des isolants biosourcés, de manière très très simple, en général, n'importe quelle entreprise qui pose de l'isolation est capable de poser un isolant biosourcé. Quelques petites précautions, mais un peu comme toutes les autres, pour vérifier que ce sera à l'abri de l'humidité, etc., de l'étanchéité à l'air. Mais sinon, toutes les entreprises peuvent le faire. Après, quand on est sur des matériaux emploi de terre crue, etc.,
Évidemment, là, ce sont des matériaux des entreprises, pardon, qui vont être spécialisées. Il faut qu'elles aient les qualifications. Et là, je vous invite à vous rapprocher des filières, alors que ce soit pour la paille, la terre crue ou le chanvre, les filières professionnelles qui tiennent des annuaires d'entreprises et de professionnels qui sont, je vais dire, habilités ou qui ont été formés, qui ont les compétences pour employer ces matériaux-là. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et j'espère vous revoir sur les prochains ateliers du programme d'intérêt général Transition écologique du Haut-Rhin.